Il y a cette réaction humaine vraiment presque viscérale qu'on connaît tous par cœur. Oui, le fameux réflexe de défense, c'est ça. Exactement. Genre, on est au milieu d'une réunion hyper tendue ou même juste dans la rue et paf, quelqu'un nous lance une pique. Hmm, une insulte un peu déguisée ou alors une vraie provocation bien directe. Voilà, et là, immédiatement, c'est la physiologie qui prend le dessus. Le rythme cardiaque s'accélère, le sang monte aux joues, et avant même d'avoir pu formuler la moindre pensée rationnelle, on a déjà la bouche grande ouverte pour répliquer. C'est l'instinct de survie pur et dur, sauf qu'il est appliqué à la conversation moderne, quoi. On ressent ce besoin absolu, urgent de se justifier, de prouver immédiatement que l'autre a tort. C'est presque chirurgical comme mécanique. Une attaque entraîne une riposte foudroyante. D'ailleurs, bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. Salut à tous. Bon, décortiquons tout ça. Parce que la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de déconstruire une force que très très peu de gens maîtrisent réellement. C'est clair. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette force-là, les personnes qui manquent un peu de confiance en elle, la confondent systématiquement avec de la lâcheté ou de la faiblesse. Alors que les esprits les plus affûtés l'utilisent comme leur arme la plus redoutable. Exactement. Et cette force, c'est le silence. Et ça, c'est vital pour quiconque nous écoute en ce moment. Parce qu'on vit dans un monde saturé de bruit, de clash, de conflits verbaux permanents. Ouais, les réseaux sociaux, l'open space, tout ça. Tout à fait. Et donc, comprendre la dynamique du silence, c'est vraiment s'offrir un raccourci direct vers une vraie maîtrise de soi. C'est préserver son énergie mentale, quoi. Et c'est un point de départ crucial pour notre échange. Parce qu'on a tous été culturellement conditionnés à voir le manque de réponse face à une insulte comme une forme de reddition. Le fameux « qui ne dit mot consent ». Voilà. L'idée reçue, c'est que celui qui se tait baisse les bras, ou pire, qu'il capitule. Mais l'objectif de notre plongée dans ces textes aujourd'hui, c'est absolument pas de faire l'éloge d'une quelconque passivité, hein. Ah non, il ne s'agit pas de se laisser faire gentiment. Pas du tout. Au contraire, il s'agit d'observer comment le fait de retenir délibérément ces mots, ça redéfinit la notion même de pouvoir dans nos interactions de tous les jours. C'est hyper tactique. C'est un renversement total de perspective. Au lieu de voir la grosse punchline, la réplique qui tue, comme une preuve de domination, on commence à la voir comme une gigantesque fuite d'énergie. Carrément. Et si on creuse un peu dans les sources, on comprend vite d'où vient ce besoin impérieux de toujours avoir le dernier mot. L'ego, j'imagine, hein. L'ego, toujours. En fait, cette envie de répondre naît de la peur de l'ego. Quand on se précipite pour répliquer à une attaque, on laisse littéralement les mots d'une autre personne décider de notre propre valeur. C'est fou quand on y pense. On donne à un inconnu ou à un collègue toxique le pouvoir exclusif de dicter notre état émotionnel. Ouais, on leur donne la télécommande de notre humeur, quoi. C'est un peu comme si l'ego était un système d'alarme ou un pare-feu informatique complètement défectueux et ultra sensible. Ah oui, j'aime bien cette image. Genre un système qui s'affole pour rien et qui identifie le moindre petit spam inoffensif, le moindre courant d'air comme un cheval de Troie destructeur prêt à anéantir tout le disque dur. C'est exactement ça. L'ego hurle à la faille de sécurité et exige une contre-attaque immédiate. Mais bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment passe-t-on de cette théorie à la pratique? Parce que bon, calmer ce pare-feu, c'est pas simple, hein. C'est là qu'il est fascinant de se tourner vers la philosophie stoïcienne. Ils ont théorisé cette maîtrise il y a des millénaires. L'un des exemples les plus frappants dans les textes, c'est Marc Aurèle. Ah, les fameux carnets de Marc Aurèle. Ouais. Et il faut bien se représenter le contexte, hein. On parle pas d'un moine isolé dans une grotte. On parle de l'empereur de Rome. C'est-à-dire l'un des mecs les plus puissants de toute l'histoire de l'humanité. Littéralement. Il avait le droit de vie ou de mort sur des millions de personnes. Quelqu'un l'insultait, il pouvait le faire jeter au lion sans aucune conséquence. L'avantage du paste, on va dire. C'est ça. Et pourtant, c'est lui qui écrivait cette phrase d'une humilité incroyable. Personne ne peut te blesser sans ta permission. En gros, ce que les autres disent de nous ne nous touche que si on leur en donne le droit. Alors, la citation est magnifique. Mais je vais quand même jouer l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y, je t'écoute. C'est quand même super facile pour un empereur romain de dire ça, non? Je veux dire, personne n'allait oser le licencier s'il décidait d'ignorer une insulte en pleine réunion. Son statut absolu le protégeait. C'est une objection super valide. Mais c'est précisément pour ça que les textes mettent souvent Marc Aurèle en parallèle avec une autre figure fondatrice du stoïcisme, Épictète. Qui, lui, n'était pas un prendre du tout. Pas vraiment, non. Épictète est né esclave. Il a vécu les pires abus possibles, la soumission totale. Il n'avait aucun pouvoir, aucune protection matérielle. Rien. Et il est arrivé à la même conclusion. Exactement la même. Son enseignement se résume à une dichotomie hyper stricte. En gros,
On n'a absolument aucun contrôle sur ce que les autres décident de faire, de penser ou de dire. Leur moi, c'est juste des vibrations dans l'air, quoi. C'est ça. Physiquement, ça ne touche pas notre chair. Par contre, et c'est là qu'est le vrai pouvoir, on contrôle toujours notre réponse interne. Et parfois, la meilleure réponse, c'est aucune réponse. Donc en fait, ne pas répondre, c'est plus du tout perçu comme une perte ou un abandon, c'est envoyer un message clair qui dit « Tes mots n'ont pas assez de poids pour me faire réagir, je suis au-dessus de ça ». Totalement. Le silence arrive à exprimer un détachement que même la rhétorique la plus brillante du monde raterait. Parce que si on y réfléchit bien, répondre, même avec la meilleure répartie possible, ça valide l'attaque. Ça montre qu'on a été touché, ouais. Ça signale à l'adversaire « ce que tu viens de dire est assez important pour que j'arrête ce que je fais et que je te consacre mon énergie ». Le silence, lui, il prive l'attaque de son oxygène. Mais alors si on relie cela à la situation dans son ensemble, comment on fait dans la vraie vie? Parce que la théorie stoïcienne, bon, c'est très beau sur le papier, mais notre quotidien, c'est un vrai champ de mine. C'est sûr. Et les sources identifient justement 3 champs de bataille hyper spécifiques où ce bouclier du silence doit être déployé. Ok, prenons la première situation, celle que, je pense, presque tout le monde redoute le plus, l'humiliation publique. Ah oui, le test du feu pour l'ego. Genre le fameux repas de famille avec l'oncle qui lance une remarque super désobligeante, ou pire, le collègue qui cherche délibérément à nous rabaisser devant toute l'équipe de direction. L'enjeu perçu là-dedans, c'est la réputation sociale. Mais la stratégie prônée par cette approche, elle est d'une simplicité radicale. On ne répond pas. On sourit, on hoche la tête avec un calme plat et on passe à autre chose. Mais attendez, là je dois encore intervenir. Dans un monde idéal, d'accord, mais dans la cruauté des dynamiques de groupe en entreprise. Si quelqu'un essaie de m'humilier en public et que je me contente de sourire et de partir, est-ce que tous les témoins de la scène ne vont pas penser que je me laisse complètement marcher dessus? Cela soulève une question importante. Et c'est souvent notre première crainte. Mais en fait, ça repose sur une très mauvaise analyse de la psychologie de groupe. Ah bon? Pourquoi? Faut regarder la dynamique de pouvoir invisible sous la surface. Quand une personne lance une attaque publique comme ça, qu'est-ce qu'elle cherche fondamentalement? À blesser, non? Elle cherche surtout une validation. Elle a un besoin vital que sa cible se défende, s'énerve, commence à bégayer ou hausse le ton. Parce que c'est cette réaction qui légitime son hostilité. C'est le carburant de son attaque? Exactement. En lui refusant ça, la dynamique s'inverse complètement. Celui qui cherchait une réaction et qui échoue, il expose instantanément sa propre faiblesse. Donc du point de vue des gens dans la salle, l'agresseur se retrouve tout seul? Voilà, il a l'air pathétique, mis à nu. Son effet tombe à l'eau et une force tranquille impressionnera toujours 1000 fois plus qu'une défense paniquée. C'est bluffant. Au lieu d'être la victime, on devient le maître du tempo. Mais bon, ça c'est quand il y a un public. Qu'est-ce qu'on fait dans la situation numéro 2, face à la critique totalement infondée de gens qui ne nous connaissent même pas? Ah, le grand classique de l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, ouais. Grave. Aujourd'hui, les algorithmes sont même codés exprès pour déclencher notre indignation et nous pousser à commenter, à nous justifier sans fin. C'est un piège numérique parfait pour l'ego. Et là, l'enjeu, c'est plus de sauver la face, c'est de protéger son énergie. L'erreur fatale, c'est de croire qu'on peut convaincre quelqu'un qui a déjà son avis arrêté. C'est un peu un puits sans fond, non? Totalement. C'est un gouffre énergétique. Le silence protège notre batterie mentale. L'idée forte ici, c'est Explique-toi uniquement à ceux qui méritent ton explication. Ça, c'est une sacrée règle de vie. On n'a rien à prouver à ceux qui ont déjà décidé de qui on était. absolument. Mais il y a un troisième champ de bataille. Et c'est de loin le plus complexe. Laissez-moi deviner. Quand l'émotion prend le volant, la colère. C'est ça. Le moment où la situation dégénère et où la colère s'invite. C'est là que toutes nos belles théories stoïciennes ont tendance à s'effondrer lamentablement, hein. La moutarde monte au nez, le cerveau débranche toute rationalité et les mots sortent tout seuls. Et malheureusement, une parole prononcée sous le coup de la colère, ça peut détruire des années de relation en quelques secondes. C'est tellement vrai. On peut s'excuser après, mais on ne peut jamais ravaler ses mots. Pour comprendre pourquoi c'est si dur, faut regarder ce qui se passe sous notre crâne. En neurosciences, on appelle ça le détournement de l'amygdale. Le fameux centre de détection des menaces? Voilà, face à une insulte violente, l'amygdale prend le système en otage. Elle désactive le cortex préfrontal, la partie logique, pour déclencher la réaction animale, combattre ou fuir. Donc, purement physiologiquement, quand on est en colère, on est incapable de penser de façon mesurée. On est sous perfusion de cortisol et d'adrénaline.
On est programmé pour la bagarre physique, pas pour un débat subtil. C'est pour ça que la stratégie stoïcienne dit « le sage attend, il laisse passer la tempête ». Il observe l'émotion monter, il sent la chaleur, mais il verrouille la porte aux mots. Et une fois que la chimie du cerveau redescend, alors il choisit. Il parle ou il ne parle pas. Mais c'est un choix, plus une réaction toxique. D'accord. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous au quotidien? Parce que maîtriser sa sourire face à l'humiliation, ignorer les trolls et fermer sa bouche en pleine montée d'adrénaline, ça demande un contrôle quasi surhumain. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir ça comme un don magique. C'est une compétence. Le silence, c'est un muscle, et ça se travaille avec des entraînements très concrets. Les textes nous donnent 3 pratiques. Ok, prenons la première pratique. C'est quoi? La règle des 24 heures. Surtout vitale à l'ère des emails et des textos. Surtout pour le mail passif-agressif du vendredi soir à 17h, hein? Ah bah classique. Et là, le principe est ultra rigide. Avant de répondre à quoi que ce soit qui t'énerve, tu attends 24 heures. Pas juste une petite heure pour souffler alors, vraiment 24 heures. Un cycle complet de la Terre. Le texte affirme même que dans 80% des cas, une fois ce délai passé, l'envie de répondre aura totalement disparu. C'est énorme, 80%. Ça prouve bien que nos ripostes sont juste dictées par des pics hormonaux passagers. En fait, la règle des 24 heures fonctionne un peu comme laisser reposer un verre d'eau trouble. C'est une très belle image, ouais. Genre, on vient de recevoir le choc de l'attaque. Le verre est secoué, la boue tourbillonne, l'eau est opaque. Si on essaie d'agir à ce moment-là, on avale de la boue. Exactement. Alors que si on pose le verre pendant 24 heures, la gravité fait son travail, sans le moindre effort. La boue retombe au fond et on y voit enfin clair. Et une fois qu'on y voit clair, c'est quoi la deuxième pratique habite? C'est l'observation de ses propres réactions, ce que certains appellent le dédoublement métacognitif. Oula, attendez, je vous arrête tout de suite. Dédoublement métacognitif, c'est un super mot pour jouer au Scrabble, mais concrètement, au ras des pâquerettes, on fait quoi? On se regarde de l'extérieur pendant notre crise de nerfs? C'est presque ça. C'est la capacité de se mettre sur pause au moment précis où l'envie de se défendre surgit. Et de se poser une seule question, implacable. Laquelle? Est-ce que ma réponse va changer quelque chose de réel et de positif dans ma vie? Et très souvent, la vérité, c'est que la réponse est non. Évidemment. Prouver par A plus B à un inconnu hargneux sur Internet qu'il a tort, ça va pas améliorer ton sommeil ni ta carrière. Ça sert juste malbouffe pour l'ego. Le petit frisson narcissique de 2 secondes. En posant cette question, on arrête de dilapider notre attention pour des batailles minables. C'est hyper libérateur. C'est une hygiène mentale de base. Ce qui nous amène à la 3e et dernière pratique. Apprendre à être à l'aise dans le vide. Ouf, ça c'est dur. Notre société a une horreur absolue du silence. Un blanc de 3 secondes dans une discussion et tout le monde panique pour combler le vide avec des petits rires ou des mots creux. Surtout dans un désaccord. La norme, c'est de parler plus fort que l'autre pour dominer l'espace sonore. Mais quelqu'un qui n'a pas ce besoin compulsif de remplir le vide, c'est quelqu'un qui se connaît vraiment. S'installer tranquillement face à un adversaire et laisser un long silence s'installer sans essayer de briser la glace. C'est incroyablement déstabilisant pour lui. Et ça force un respect immédiat. C'est exactement ce que cherchaient les philosophes qu'on a évoqués. Leur but, c'était pas de devenir des champions de joute verbale pour flatter leur amour-propre. Ils voulaient juste rester maîtres d'eux-mêmes, quoi qu'il arrive. Rester inébranlables dans leur forteresse intérieure, ouais. Bon, on arrive à la fin de cette exploration. Si on devait tout résumer, on pourrait dire que la véritable puissance, ce n'est jamais d'avoir eu le dernier mot, mais c'est d'avoir eu le luxe de n'avoir pas eu besoin de parler. Le silence, c'est vraiment le meilleur rempart contre le vol de notre énergie vitale. Du coup, on peut relayer le petit défi pratique lancé par ces textes. Pour tous ceux qui nous écoutent, la prochaine fois qu'une petite provocation survient, un mail tendu, une remarque glissée au déjeuner, essayons de garder le silence. Juste une fois. Pas pour fuir, mais pour observer la magie opérer et la dynamique s'inverser toute seule. Exactement. Et d'ailleurs, pour conclure, il y a une dernière pensée un peu provocatrice à garder en tête, non ? Ouais, une idée à méditer pour nos futures interactions sociales. Si le silence est vraiment la marque d'un esprit maître de lui-même et en sécurité, posons-nous cette question. Et si, finalement, la personne qui crie le plus fort dans une pièce était paradoxalement celle qui se sentait le plus en danger face aux autres ? Ah ouais. C'est fou comme ça change tout. L'arrogance bruyante ne ressemble plus à une menace, mais presque à un gros signal de détresse d'un ego terrifié. Exactement. Bon. Eh bien, la prochaine fois que notre alarme interne s'affole, on se rappellera qu'on a toujours l'option de débrancher la sirène. Ceux qui apprécient cette exploration peuvent laisser un commentaire, un seul mot suffit. Merci d'avoir plongé avec nous aujourd'hui et à très bientôt. À bientôt.